Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. Vous écoutez le balado Le Clan du Bois, le crime dans le sang. Épisode 4, la prise de l'hôtel Iroquois. Dans l'épisode précédent, on vous a raconté comment les tueries et les règlements de compte de la guerre de l'Ouest et finalement le massacre de la Saint-Valentin avaient attiré l'attention des autorités sur le clan Dubois. L'avocat Jacques Dagenais, qui était responsable du dossier des Dubois à la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, nous rappelle comment le clan avait la mainmise sur Montréal et comment les enquêteurs, eux, de leur côté, menaient activement leur enquête. Évidemment, avec le temps, on en a appris en creusant et des choses assez spectaculaires aussi sur leur implication. À l'époque de la SECO, ils étaient connus pour être très, très impliqués dans le centre-ville, là, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, les clubs de nuit. Ils étaient partout, là. Et à l'époque, moi, où j'ai travaillé, on disait que tout le monde, qu'il soit prostitué, pimp, là, entremetteur, cabaretier, etc., tout le monde payait les Dubois. C'est ce qu'on disait. Ça allait aussi loin que ça, de dire qu'une fille ne pouvait pas faire le trottoir dans le coin si elle ne payait pas aux Dubois. C'est ce qui se disait. Ensuite, à partir du centre-ville et de leur implication dans la drogue, évidemment, qu'ils distribuaient dans les clubs de nuit qu'ils contrôlaient, ils ont fait une pointe dans le Vieux-Montréal où il y avait une boîte de nuit. En fait, c'est une discothèque. Et cette boîte de nuit, elle se trouve dans l'hôtel Iroquois. C'est un hôtel qui est situé dans un quartier assez aisé et plus touristique, le Vieux-Montréal. L'hôtel Iroquois, c'est un grand établissement hôtelier né de la fusion d'un hôtel assez chic et d'un cabaret. Et on y trouve autant de gens bien nantis que de vendeurs de cocaïne. Et c'est là que se trouve la discothèque Plexi. Le Plexi était une boîte très, très à la mode, qui était à l'hôtel, un hôtel qui s'appelait l'hôtel Iroquois. Le bâtiment existe toujours, c'est place Jacques-Cartier, près de la rue Notre-Dame, là, quand on arrive à la place Jacques-Cartier, puis qu'on regarde vers le fleuve, c'est sur la droite. Jean-Pierre Charbonneau, qui travaillait comme journaliste judiciaire à l'époque, se rappelle de tout ce qu'on disait de l'hôtel Iroquois et de ses fameuses boîtes de nuit. Alors, là, tous les jeunes, il y avait 3 discothèques, là, c'était des centaines de jeunes qui, à chaque semaine, allaient s'amuser, puis qui voulaient prendre un joint, puis qui voulaient essayer d'autres choses. Comme on le sait, le marché de la drogue est très lucratif dans les années 70. Et il y a même une expertise en production de drogue de toutes sortes qui se développe dans la métropole. Et l'hôtel Iroquois, c'est l'endroit parfait pour la vente de grosses quantités. Là-bas, on passe à un trafic d'un autre niveau. Alors, les drogues de synthèse, les nouvelles drogues des années 60-70, ça a suivi le même pattern que pour l'héroïne ou la cocaïne avant. Et les Dubois, au début, n'avaient pas les contacts pour importer, mais à un moment donné, ils les ont eus. À un moment donné, et puis en plus, tout à coup, on a découvert qu'au Québec, on pouvait produire de la bonne marijuana, du bon hash. Alors, d'importateurs, on est devenu des producteurs, puis des producteurs, on est devenu des exportateurs aussi. Donc, il y a toute une dynamique. Donc, les Dubois, comme d'autres, ont passé d'une étape d'être juste des distributeurs à contrôler finalement de A à Z le marché. André Cédillo, journaliste et spécialiste du crime organisé, l'explique bien. Le commerce de la drogue rapportait beaucoup. L'hôtel Iroquois, c'était quand même payant pour la vente de drogue. À ces années-là, là, c'est la drogue qui prime dans les organisations criminelles, incluant les Frères Dubois, dans leur expansion. Là, ils savent que dans le Vieux-Montréal, c'est un bon filon pour vendre de la drogue, là. Pour les Frères Dubois, l'hôtel Iroquois est la prochaine cible. Ils s'y rendent de plus en plus souvent et commencent à s'y installer. Tout ça sans savoir que les enquêteurs de Dagenais les avaient à l'œil.
À travers la SECO, Jacques Dagenais voulait mettre au grand jour les activités des Dubois. On a illustré la prise de contrôle du plexi. Alors ça, c'était quand même intéressant parce que c'est le genre de choses qui est jamais mise à jour. Nous, on était centrés sur la description. On voulait exposer les Dubois pour les affaiblir et pour que toutes les forces de l'ordre se concentrent sur eux. La façon dont les Dubois s'approprient l'hôtel Iroquois démontre bien l'efficacité de leur méthode et surtout à quel point l'usage de la peur leur permet toujours d'avoir ce qu'ils veulent. Ce que les enquêteurs observent d'abord, c'est que la clientèle de l'hôtel Iroquois commence à changer. Puis ils nous disaient, les gens qui avaient vu, la genèse de tout ça, le développement de tout ça, ils disaient au début, on commence à avoir des gars qui sont pas mal plus patibulaires que la clientèle usuelle. Et puis, puis un petit peu plus de base camarades. Et puis, c'est ça. Puis là, les petits vendeurs de drogue qui sont là, qui sont pas attitrés, se font dire de ne pas revenir. Et puis, s'ils reviennent, ça peut jouer pas mal plus dur. Ensuite, le clan prend contrôle du gérant pour s'assurer une emprise totale. Contrôler la vente de drogue ne suffit pas. Ils veulent s'approprier l'établissement en dirigeant eux-mêmes la place. Ils en ont pris contrôle à l'insu du propriétaire, parce que moi, j'avais communiqué à l'époque des audiences là, avec le propriétaire, avant que ça devienne public, et il ignorait complètement ce qui se passait. Il y avait son gérant sur place. Et ce que les gens nous racontaient, là, nos témoins nous racontaient, c'est que le gérant était passé sous l'influence des Dubois, qui lui fournissait de la coke et qui leur permettait un peu tout. Puis à partir de ce moment-là, ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent à l'hôtel Iroquois. C'est rendu simple pour eux d'expulser les autres vendeurs de drogue et de leur faire des menaces de mort. L'histoire que Jacques Dagenais va nous raconter illustre bien à quel point la guerre de territoire, donc du marché de la drogue, c'était sérieux. Et quand le clan Dubois faisait des menaces de mort, c'était pas des paroles en l'air. On a eu à voir avec un dossier où justement un revendeur de drogue qui était dans les territoires des Dubois et à qui on avait dit de ne pas revenir, s'était fait tuer par Jean-Guy Dubois et un dénommé Ouimet. Il l'avait battu et jeté dans le fleuve. Mais à ce moment-là, il y avait une patrouille de police qui passait et qui avait observé qu'il y avait une Lincoln avec le moteur en marche, qui était la voiture de Dubois, et qui était arrêtée. Le moteur en marche, les feux étaient allumés, puis les essuie-glaces fonctionnaient. Ils sont sortis de leur voiture, puis à ce moment-là, ils ont entendu un plouf. Et puis on venait de jeter le jeune homme dans l'eau. Tout ça s'est passé le 23 octobre 1975. Et quand les policiers arrêtent Jean-Guy Dubois et Jacques Ouimet, le gérant de l'hôtel, il y a beaucoup de traces de sang sur leurs vêtements. Évidemment, il y a eu un procès. Et vous savez quoi? Malgré les preuves solides, les Dubois réussissent à s'en tirer encore une fois. Ils ont arrêté Dubois et Ouimet, il y a eu un procès. Et puis, mais, et c'est là le hic, puis ça c'est quelque chose qui avait été découvert par la commission, c'est qu'il y avait les Dubois avaient réussi à corrompre un jury. Ce qui s'était passé, c'est que les Dubois étaient venus à assister au procès, puis ils l'ont rejoint. Et puis ils lui ont dit, essaie de dire quand ça va délibérer dans la salle de délibération que quant à toi, il y a non coupable. Et si tu n'y arrives pas, parce que tu es tout seul, ben là, embarque avec eux, dis, bon, d'accord, oui, OK, change d'idée, ça va être coupable. Et l'avocat, lorsque le verdict sera rendu par le président du jury, l'avocat va demander, ce qu'on appelle l'appel nominal, va demander que chacun des jurys se prononce. Et quand ce sera à toi, tu diras, coupable, non coupable, je ne sais plus. Et là, il faut recommencer le procès. Ce qu'on comprend, c'est que dans ce procès pour meurtre impliquant Jean-Guy Dubois, il n'y a pas eu de verdict final, ce qui est très rare. Pourquoi?
C'est à cause du jury corrompu, comme le dit Jacques Dagenais. C'était le jury numéro 9. Et lui, à la fin du procès, il a refusé de se prononcer clairement et de choisir coupable ou non coupable. Le juge avait beau expliquer à cette étape qu'il était dans l'obligation de se prononcer, rien à faire. Le procès avait été annulé et les Dubois s'en sont sortis encore. À la sortie de ce procès avorté, les frères Dubois et toute leur gang se mettent à hurler de joie dans la salle. Une fois de plus, ils sont encore plus forts que la police, plus forts que la justice. Ils ont toujours peur de rien. La gérance du Plexi est sous leur emprise. Pour la drogue, ils n'ont plus de compétiteurs. En fin de compte, les boss de l'hôtel Iroquois, c'est eux. C'est maintenant le temps de montrer la porte aux honnêtes employés. Le grand ménage continue. Un jeune homme, un étudiant, qui n'avait pas écouté la recommandation de ne plus se rapporter au travail, était revenu sur les lieux pour faire son boulot. Et on l'avait battu, on avait provoqué une bataille, puis dans la bataille, lui, c'était pas un batailleur, c'était un grand mince, c'était un étudiant. Très paisible. Il avait perdu un œil. Et nous avait raconté comment s'était fait l'infiltration et comment, à un moment donné, après que les Dubois aient placé déjà quelques hommes puis pris le contrôle sur le gérant, ils avaient convoqué les employés le soir. Ils leur avaient dit à 3 heures la fermeture ou à 2 heures. Réunion en haut. Écoutez bien Jacques Dagenais raconter c'est quoi la méthode de congédiement des Dubois, les nouveaux patrons. Et dans la salle, il dit, on était entourés des hommes des Dubois, des fiers à bras, qui se promenaient là, avec une matraque puis qui tapaient dans leurs mains là, et pour nous intimider. Et là, on nous a dit, vous êtes congédiés, vous ne revenez plus travailler ici. C'est dans ces circonstances-là que lui s'était représenté et puis qu'est arrivé ce que je vous ai dit. Il y avait une jeune fille aussi qui était présidente du syndicat et qui nous avait raconté la même chose aussi. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ». Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. L'histoire du jury numéro 9 soudoyé et du procès avorté. La scène de congédiement des employés de l'hôtel Iroquois. Si on sait avec autant de précision ce qui se passait dans les coulisses de l'univers du clan, c'est grâce au travail monumental des enquêteurs de Jacques Dagenais pour la SECO. Rappelons-le, Jacques Dagenais, il est loin d'être seul à la SECO. Les ressources déployées par le ministère de la Justice sont immenses. La stratégie, et ce qui a fait que ça a bien marché, ce coup-là, c'est qu'il est allé chercher 3 avocats, dont moi, là, qui, chacun de notre côté, avions la confiance d'un corps de police. Il a été chercher un procureur au fédéral qui s'appelait Régent Paul, qui est devenu juge. Alors, lui amenait la GRC, si on peut dire. L'autre procureur s'appelait Henri Kaiserling, qui amenait avec lui la Sûreté du Québec. C'était un procureur de la Couronne qui travaillait beaucoup avec la Sûreté du Québec. Et il y avait moi, qui était avocat du service de police. Alors, ça faisait une bonne équipe en partant, donc également avec le juge Dutil. Dans cette archive des audiences de la SECO, on saisit bien l'ampleur de cette commission. Nous avons monopolisé un total de 65 enquêteurs émanant des 3 corps de police susmentionnés et qui agissent à plein temps. Dans ces autres projets, à ce jour, environ 200 témoins ont été entendus à huis clos. Et les notes sonographiques peuvent totaliser quelques 10 000 pages. Qu'il suffise de dire que notre commission ne s'est pas limitée pour ses audiences à huis clos assiégées dans la métropole, mais qu'elle a également entendu des témoins à Québec, ainsi qu'à Rouyn, dans le nord-ouest québécois. Il est probable
que nous siégerons aussi à d'autres endroits en cours de route. Alors ça a été le noyau de la SECO, celle qui a beaucoup fait parler d'elle, en bonne partie parce que le juge dit-il a décidé de téléviser les audiences, et lui a fait un pas de plus, il l'a rendu hyper public avec les audiences. Et comme ça a été des dossiers, ceux qu'on a abordés, assez percutants, il y avait vraiment matière à attirer le public. Les audiences de la commission étaient non seulement accessibles au public en personne, mais aussi télévisées, à une époque où le câble était de plus en plus accessible. Et ça faisait beaucoup parler. Jacques Dagenet ne s'attendait pas à ce que la SECO se trouve autant sur les feux de la rampe. Il réalise que son travail et celui de ses enquêteurs allaient être très médiatisés et allaient faire partie du quotidien de milliers de personnes. Ouais, la télédiffusion des audiences, c'était pas dans tous les foyers, le câble. Moi, je l'avais pas. Alors, j'imaginais que pas grand monde l'avait, mais j'avais tort. Et donc, le fait que ce soit télédiffusé, ça fait une différence énorme. Parce que il faut dire qu'il y avait quand même des choses assez spectaculaires. Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau se souvient aussi de ce moment où les travaux de la SECO se sont retrouvés dans les maisons des Québécois. La commission d'enquête sur le crime organisé étant télévisée, en particulier à l'époque du juge Dutil, ça a été extraordinaire. Ça a été le meilleur show en ville. Ça a été... on peut s'imaginer aujourd'hui, pour avoir vu, par exemple, la commission Gomery ou la commission Charbonneau, si ça n'avait pas été télévisé, ça n'aurait jamais eu l'impact. Parce qu'une commission d'enquête comme celle-là, c'est pas un procès, c'est pas une... L'objectif, c'est de mettre le projecteur de l'actualité sur une situation, sur un phénomène, sur une organisation, puis de faire la démonstration pour le grand public comment c'est important, comment c'est grave, comment c'est toxique, comment c'est dangereux. Les gens ont réalisé, dans certains cas, le caractère des individus. Alors là, ça démystifie les individus, ça démystifie les personnages. Non seulement ça les humanise, mais ça les rend moins terrifiants et moins spectaculaires d'une certaine façon. L'auteur et journaliste Charles-André Marchand, qu'on a entendu plus tôt et qui a écrit en 2020 un livre sur l'histoire du crime organisé au Québec, parle de la diffusion télé des audiences de la SECO comme si c'était un vrai divertissement. Oui, parce que là aussi, la télévision, évidemment, c'était la première, je dirais, c'était la première télé-réalité auquel les Québécois ont été confrontés. Mais c'était un soap. La commission d'enquête sur le crime organisé, il y avait des témoignages explosifs, il y avait des rencontres, on voyait des personnages pour la première fois. On entrait dans un univers criminel qui, pour la plupart d'entre nous, pour les honnêtes gens, n'était que quelque chose relatif aux films de bandits. Pour Jacques Dagenet, si les Québécois s'intéressent autant aux audiences de la SECO, c'est parce qu'il se passait déjà beaucoup de choses dans le domaine chez nos voisins du Sud. Crime organisé, films de mafia, commission d'enquête, tout ça faisait déjà les manchettes ailleurs. On peut dire, dans le contexte des années 70, on parlait beaucoup de crime organisé. Il y avait eu aux États-Unis, dans les années 65, je crois, un délateur qui s'appelait Joe Valachi. Ces révélations ont fait les manchettes sur la planète parce qu'il a témoigné devant une commission sénatoriale et c'est le premier qui a révélé l'existence de la Cosa Nostra. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu le fameux film Godfather qui date de 1972. C'est pour dire que la mafia, Cosa Nostra, c'était beaucoup dans l'air et les commissions d'enquête également. Pour plusieurs Québécois, c'est un vrai choc. Pour la première fois, on découvre qu'il y a à Montréal de la mafia, puis en plus, c'est depuis longtemps. L'existence du clan Cotroni est dévoilée à la télé en direct. Dans cet extrait des audiences de la SECO, on entend Armand Courville, un associé de Vic Cotroni, qui est interrogé publiquement et qui nie complètement l'existence de la mafia, qui se fait talonner par un procureur qui semble douter de son témoignage. C'est l'omerta tout craché. M. Courville, j'aurais une question bien franche posée. Tout le monde la pense.
C'est pas vrai qu'à Montréal, il y a quelqu'un qui s'appelle le Parrain et que c'est Vic Petroni. Moi, je connais l'affaire du Parrain depuis que je vais au cinéma et puis depuis que je lis les journaux. À part de ça, ça n'existe pas selon vous, la mafia. Je dis pas que ça existe pas, ça existe peut-être autant que le chevalier de Cognon de la Saint-Jean-Baptiste. Mais que Vic Petroni contrôle la mafia, ça n'existe pas vrai. Ça fait 40 quelques années, Monsieur le Président, que je suis avec lui comme associé, et je me suis jamais aperçu de ça. À moins que je sois un grand naïf. C'est également ce qu'on a répondu dans toutes les commissions où il y avait du crime organisé. Et à tous ceux auxquels on a demandé, ils ont eu la même réponse. Ça n'existe pas. La population apprend avec stupeur à quel point la mafia est active et souvent plus proche qu'elle peut l'imaginer. On peut mettre des visages précis sur certains membres de groupes criminalisés, et c'est troublant. Puis c'est pas tout. C'est aussi à ce moment-là que la population découvre un autre scandale, celui de la viande avariée. On trouvait dans certaines épiceries une viande impropre à la consommation qui était vendue comme étant bonne. Eh bien, ce marché-là était aussi contrôlé par la mafia. Dans d'autres dossiers, comme celui de la viande avariée, c'était moins une criminalité traditionnelle. C'est des gens qui enfreignaient la loi en vendant une viande qui passait pas par les circuits autorisés là, du ministère de l'Agriculture. Mais il reste que ça touchait beaucoup les gens personnellement, parce que c'était dans leur assiette. C'était la saucisse qu'ils mangeaient, c'était le bœuf qu'ils mangeaient. Ça a beaucoup contribué à la notoriété. On écoute une fois de plus un autre extrait des audiences de la SECO. Comme nous le disait lors des audiences à huis clos, un bonhomme qui connaissait le tabac, vous avez tous mangé de la charogne et pendant longtemps sans le savoir. Et vous en mangez encore aujourd'hui. Nos constatations des derniers mois, Monsieur le Président, nous forcent à avouer cette triste et incroyable réalité. Dans la prochaine archive, on écoute un de ces revendeurs de viande avariée qui semble avoir aucun scrupule. Vous avez stocké combien de livres de viande dans ces années-là? Dans ces années-là, à peu près de 4 à 500 000 livres. 4 à 500 000 livres vous-même? D'un puis de deux. Les deux sortent ensemble. Les deux sortent? Le bon puis le moins bon? Le bon puis le méchant, autrement dit. Des animaux malades? Comme des choses, là, comme des vaches, les pattes cassées. Ah bon. Ou des indigestions, ou des clous, ces affaires-là. Manger des clous. Toutes ces affaires-là. Là. Charles-André Marchand était un enfant pendant la commission. Il se rappelle de l'impact que ça a eu dans sa famille. L'enquête du crime organisé, c'était pas juste les Dubois. C'était les McSween, c'était la mafia italienne, c'était les Hells Angels, non, mais les Devil's Disciples à l'époque, parce que les Hells étaient encore une gang de fumeux de potes. Puis je pense au scandale de la viande avariée. Ma grand-mère faisait des hamburgers, la viande était saignante, puis je me souviens des images des carcasses de bœuf dans les entrepôts. Ça t'enlevait le goût, littéralement, de manger de la viande pour un sacré bout. On pouvait pas croire que ça touchait tout le monde. Puis ça, je pense que c'était la grande révélation de la SECO. C'est que le crime organisé, c'est pas juste l'affaire d'un quartier comme Saint-Henri. C'est pas juste l'affaire des Italiens. C'est pas juste l'affaire des bars de drogués du centre-ville. C'est pas juste l'affaire des épées. Et puis moi, je dirais que le scandale de la viande avariée, ça a été pour tout le monde un déclencheur terrifiant. En disant que, nous autres aussi, ça peut nous affecter dans notre vie quotidienne. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors là, on a déterré jusqu'où ça a de l'ampleur et jusqu'où c'est un phénomène grandissant. Et les résultats ont été apeurants. On le voyait comme un microcosme de la société. On n'avait pas idée que c'était un cancer qui pouvait toucher toutes les strates, toutes les couches de la société québécoise. La SECO attire l'attention bien au-delà de ce qu'auraient pu penser les procureurs et la population suit l'affaire de près. Tout le monde parle des audiences de la commission. Après le dossier de la mafia, celui de la viande avariée, les projecteurs sont maintenant braqués directement sur les frères Dubois à l'automne 1975. Cependant, pour Jacques Dagenais, toute cette popularité vient avec un défi. C'est que plusieurs témoins importants entendus à huis clos ne veulent plus témoigner à la télévision. Mais il ne voulait pas témoigner, évidemment. Évidemment, c'est trop dangereux.
Et vous n'allez pas forcer ces gens-là parce que vous avez une bonne histoire à faire raconter, à les exposer ensuite à la vengeance d'un groupe comme ça. Mais dans toute cette histoire, il y a un témoin très important. Un homme dont on vous a déjà parlé, qui, lui, n'a peur de rien. Un criminel notoire qui accepte de tout raconter, et c'est Pierre McSween, le survivant de la guerre de l'Ouest. Le premier témoin, c'est un dénommé Pierre McSween, qui, lui, était d'une bande rivale. Sa bande avait été éliminée. Et lui avait pas mal de choses à raconter sur des meurtres auxquels il avait participé, ou des membres de sa gang avaient été éliminés. Et ça a fait un très gros boom. Moi, je me souviens, le lendemain matin de cette audition-là, j'avais été tôt chercher le journal, puis c'est dans la première page de tous les journaux. Et là, ces gens-là qu'on avait rencontrés nous ont appelés et puis voulaient embarquer à bord du train. Parce que là, il y avait une espèce d'image de force. C'est l'image que j'avais à l'époque. Au-delà de toute attente, ce qui devait arriver arriva. Le témoignage détaillé de Pierre McSween a eu l'effet d'une boule de neige. Les autres témoins convoqués acceptent alors de témoigner à leur tour. La peur se dissipe et les témoins comprennent à quel point leur récit peut changer le cours de l'histoire. Après McSween, c'est au tour de la jeune présidente du syndicat de l'Hôtel Iroquois de témoigner et ainsi de convaincre ses collègues Dorman de faire la même chose. Alors, je termine sur les deux Dorman du Plexi, là, qui était à la discothèque de l'Hôtel Iroquois, qui était si populaire. Alors, ces deux gars-là nous disent, nous aussi, on les a vus témoigner, là, puis la jeune fille a eu du cran, elle est venue témoigner, on vient, nous aussi. Après avoir dévoilé les activités criminelles de la mafia et le scandale de la viande avariée, les audiences de la SECO révèlent maintenant au public toute l'ampleur du pouvoir des frères Dubois. D'avoir des employés de bar qui avaient été non seulement congédiés violemment, mais dont l'un d'eux s'était fait délibérément, semble-t-il, crever un œil. Et c'était réel, là, c'était pas des on-dit. Et ces gens-là venaient témoigner de la façon dont, par exemple, le gang Dubois avait infiltré un bar dans le Vieux-Montréal et avait congédié tout le monde pour les remplacer par ses propres employés afin de pouvoir y vendre de la drogue. Vous voyez, c'est des choses assez spectaculaires. Le témoignage de Pierre McSween a mené plein d'autres témoins devant la commission contre les Dubois qui, jusqu'à maintenant, se croyaient encore inébranlables et passaient toujours dans les mailles du filet des autorités. Même si la commission d'enquête, c'est pas un procès, les preuves s'accumulent contre les Dubois. La structure du clan est menacée, sa réputation entachée. Mais pour les Dubois, le vrai coup de grâce va venir de leur propre rang. Par un témoignage marquant, celui de leur homme de main, du plus grand tueur à gages de l'histoire du Québec qui allait maintenant devenir délateur, Donald Lavoie. C'est généralement ce qui va couler la plupart des criminels. Comme je dis, t'as grandi dans ce cycle de violence-là, tu l'as perpétué, puis tu es arrivé à un niveau où t'as l'impression que t'es au sommet de la pyramide, qu'il y a personne qui peut t'atteindre, que t'as acheté des politiciens, t'as acheté des policiers, t'as acheté paquet de monde. Alors, quand tu penses que t'es invulnérable, tu deviens beaucoup plus arrogant, beaucoup plus dangereux pour toi, mais pour les autres aussi, mais pour toi aussi. Puis l'histoire le prouve. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Là, ça suffit. Là, ça va faire. » Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Berthommet. La réalisation est de Victor Galarreta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de BAM Musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. J'ai écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.